Gamal Abdel Nasser est né le 15 janvier 1918 à Alexandrie et mort le 28 septembre 1970. Il fut le deuxième président de la République d'Égypte après Mohamed Naguib. À l'origine de l'idéologie nassérienne, il est considéré comme l'un des principaux dirigeants politiques arabes de l'histoire moderne. Né dans une famille paysanne de Beni Mour, petit village de la Haute-Égypte, Gamal Abdel Nasser fait ses études d'abord au Caire, où il est confié à son oncle, ensuite à Alexandrie. À partir de 1933, il reste définitivement avec sa famille au Caire, où son père tient une recette postale dans un quartier populaire. La situation politique est critique en Égypte. Le pays reste, malgré l'indépendance formelle de 1922, dominé par la Grande-Bretagne. Nasser, comme beaucoup de jeunes de sa génération, supporte mal cette humiliation et évoque dès 1935 la nécessité pour l'Égypte d'un chef qui peut réveiller ces malheureux plongés dans l'inconscience. Au milieu de cette nation assoupie, les étudiants constituent alors une force consciente et active. Nasser se mêle à leur mouvement et participe en 1935 en tant que président du comité des lycéens à l'organisation avec les étudiants de l'université d'une manifestation pour protester contre la déclaration d'un ministre anglais qualifiant d'inapplicable la Constitution de 1923, Constitution démocratique suspendue en 1930 et que l'opinion réclame. Cette manifestation, au cours de laquelle de nombreux citoyens sont tués, blessés ou arrêtés, constitue le prélude à un mouvement qui aboutit au rétablissement de la Constitution de 1923 et au traité anglo-égyptien du 26 août 1936. L'indépendance de l'Égypte est élargie, mais le problème des troupes anglaises installées dans le pays et celui du canal de Suez restent posés. Nasser termine alors ses études secondaires et se destine à la carrière militaire. Mais l'académie militaire est encore réservée aux fils des grandes familles. Revenu au pouvoir en 1936, le parti Wafd l'ouvre aux cadets issus de la classe moyenne. En 1937, Nasser put y accéder. Sorti sous-lieutenant en 1938, il est envoyé d'abord près d'Assiout en Haute-Égypte, ensuite pour 2 ans au Soudan. C'est en Égypte, dans une garnison de province, qu'il apprend le coup de force britannique du 4 février 1942. Beaucoup de jeunes officiers veulent passer à l'action pour libérer le pays. Nasser profite des circonstances pour renforcer l'association clandestine des officiers libres fondée par lui et quelques amis et préparer toutes les conditions pour assurer le succès de la lutte. Judicieusement structuré, comprenant 5 comités, finances, groupes de choc, sécurité, propagande et armement, cette organisation travaille dans la clandestinité la plus absolue. Son cerveau, Nasser, n'est connu que de quelques initiés. Nommé professeur à l'Académie militaire en 1943, il profite de sa nouvelle situation pour élargir l'audience de son organisation parmi les éléments les plus sérieux des jeunes cadets. Le 12 mai 1948, il est reçu au concours de l'état-major. 3 jours plus tard, l'Égypte s'engage dans la guerre de Palestine.
La question palestinienne marque profondément le jeune officier Nasser. Il l'a ressenti d'abord comme une injustice contre le peuple palestinien, chassé de sa patrie au profit d'une autre communauté venue en grande partie de l'étranger. Elle lui a révélé aussi le puissant courant de solidarité unissant les peuples arabes. Il y découvre enfin, et de la façon la plus concrète, la trahison et la corruption du gouvernement égyptien. Promu commandant adjoint d'un bataillon, il remporte à la fin de la guerre la victoire de Falloujah, victoire qui remonte quelque peu le moral de l'armée sans pour autant modifier la situation. Il est lui-même blessé lors de l'affrontement. À la fin de février 1949, après l'armistice israélo-égyptien, Nasser rentre au Caire et est affecté à Ismaïlia. L'armée égyptienne, profondément humiliée, voit dans le roi et son entourage les principaux responsables de la défaite. Le mécontentement de la population est quasi général. L'affaire du trafic d'armes a définitivement discrédité le roi aux yeux de son peuple. Le climat et la violence. À la fin de 1948, la situation est propice pour passer à l'action. En 1952, les officiers libres se sentent assez forts et les circonstances leur semblent suffisamment favorables pour qu'ils puissent passer à l'action.
À la suite de l'émeute anti-anglaise du 26 janvier et de la proclamation de la loi martiale, il s'empare en effet du pouvoir, obligeant le roi Farouk à quitter le pays. Le comité des officiers libres constitue alors le Conseil de la Révolution, dont le président est le général Mohamed Naguib et dont Nasser est l'âme. En janvier 1953, les partis politiques sont dissous, les communistes et les frères musulmans emprisonnés et une nouvelle formation, le Rassemblement de la Libération, noyote l'État. Nasser en est le secrétaire général. Dès septembre 1952, le nouveau pouvoir a mis en œuvre une réforme agraire qui a limité la propriété individuelle à 200 feddans, confisquer la terre en surplus, s'attaquant donc, selon eux, à la grande propriété aristocratique pour la redistribuer à une paysannerie moyenne. La République proclamée et Naguib devenu président et Premier ministre, Nasser devient le maître effectif du pays avec les titres de vice-président du Conseil et de ministre de l'Intérieur. Ses amis sont en outre aux principaux postes de décision, de l'information, de la guerre et du commandement des troupes. Tout en négociant l'évacuation échelonnée sur 20 mois de la zone du canal de Suez par les Anglais, Nasser s'oppose à Naguib, considéré comme trop conservateur, et l'écarte du pouvoir. Premier ministre le 14 novembre, président de la République égyptienne le 25 juin 1956, puis de la République arabe unie le 21 février 1958, Nasser, devenu héros national, confond désormais sa vie et sa carrière avec l'histoire de l'Égypte nassérienne. En politique internationale, suivant les vues qu'il a définies dans son livre « Philosophie de la Révolution », paru en 1954, Nasser cherche à agir au sein des cercles arabes, islamiques et africains où l'Égypte est appelée par ses vœux à tenir un rôle central. Entre l'Est et l'Ouest, Nasser pratique une politique de bascule, le neutralisme positif, et participe à la conférence de Bandung en 1955 aux côtés du Chinois Zhou Enlai et de l'Indien Nehru. Il se rapprochera néanmoins au fil du temps des Soviétiques de manière de plus en plus nette. L'État hébreu ayant détruit le quartier général égyptien à Gaza en février 1955 à la suite d'attaques de commandos palestiniens sur son territoire, Nasser reçoit et accepte une proposition de fourniture sans condition d'armes tchécoslovaques, ce qui lui permet d'échapper à la contrainte de non-utilisation contre Israël imposée par les contrats américains. De leur côté, les soviétiques tentent par cette brèche ouverte d'établir leur influence au Moyen-Orient. La politique intérieure de Nasser se heurte alors à ses choix internationaux.
Les crédits promis par les États-Unis pour la construction du barrage d'Aswan, qui doit permettre le contrôle des crues du Nil, l'irrigation de la vallée et la production de 10 milliards de kilowattheures par an, sont refusés le 18 juillet 1956. 8 jours plus tard, Nasser proclame la nationalisation de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, société privée où dominent les intérêts français et anglais, et annonce que ses revenus serviront à la construction du haut barrage. Ce coup d'audace, véritable défi à l'Occident, crée le mythe de Nasser dans le monde arabe et plus largement dans le tiers-monde. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ضربة كانت من معلم والحصار الاقتصادي جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته. En revanche, cette décision déchaîne l'indignation des opinions françaises. Paris, Londres et Tel Aviv conviennent à l'insu de Washington d'une attaque militaire contre l'Égypte. Le 29 octobre 1956, les troupes israéliennes commencent l'invasion du Sinaï qu'elles achèvent en 6 jours, arrivant jusqu'au canal. Le 5 novembre, les parachutistes français et britanniques sautent sur Port Saïd et progressent vers le sud. C'était une défaite militaire, mais l'Égypte remporte une victoire diplomatique. L'ONU condamne l'action franco-britannique. Moscou menace d'utiliser ses ogives nucléaires contre Londres et Paris. Washington s'oppose à ses alliés. Français et Anglais sont contraints au cessez-le-feu, puis au départ le 22 décembre, laissant un canal obstrué par les épaves et surveillé par les forces de l'ONU. Nasser, qui est ainsi parvenu à battre les puissances coloniales et dont l'action est relayée par une propagande captée sur les nouveaux postes de radio à transistors, devient le héros des peuples arabes. سيادة الرئيس، السادة أعضاء وفود الدول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضاعف من تقديري لهذا الشرف أن أضم صوتي إلى أصوات الذين تقدموا بالتهنئة إلى الدول التي انضمت مع مطلع هذه الدورة إلى الأمم المتحدة، وأن أمد إليهم يد الترحيب زملاء في الحرية، رفاقا في الدفاع عن السلام، شركاء في مسؤولية التطور العالمي. من هذا الإيمان بالأمم المتحدة ومن هذا الاستعداد المتناهي للتعاون في إطارها نشعر بحقنا المطلق في مواجهة الظروف التي أحاطت أخيرا بعمل الأمم المتحدة بصراحة تنبع من الغيرة عليها والحرص على سلامتها. La démocratisation promise en 1952 n'a pas lieu. Le pouvoir est concentré entre les mains de Nasser et les assemblées, qui ne sont pas représentatives, ne possèdent pas les moyens d'agir.
Nasser est réélu à la présidence de la République en mars 1965 et son influence ne se dément pas malgré la nouvelle défaite de la guerre des 6 jours en juin 1967 devant Israël. Sa démission du 9 juin, reprise le 10 juin au bénéfice de Zakaria Mohiddin, regroupe les Égyptiens autour de sa personne. أيها الإخوة، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق، مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا. ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكني واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب، وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية. إنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر، وتطبيقا لنص المادة 110 من الدستور المؤقت الصادر في شهر مارس سنة 1964، فلقد كلفت زميلي وصديقي وأخي زكريا محي الدين بأن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وأن يعمل بالنصوص الدستورية المقررة لذلك. وبعد هذا القرار فإنني أضع كل ما عندي تحت طلبه، وفي خدمة الظروف الخطيرة التي يجتازها شعبنا. إن هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن. إنه موقف للمثل العليا وليس لأية أنانيات أو مشاعر فردية. إن قلبي كله معكم، وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي، وليكن الله معنا جميعا أملا في قلوبنا وضياء وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله. Le 12 juin 1967, Nasser cumule les postes de président de la République, de Premier ministre et de secrétaire général de l'Union socialiste arabe. Le gouvernement est remanié en mars 1968. Une nouvelle génération d'hommes accède au pouvoir. Seuls Anwar el-Sadat et Hussein el-Shafi'i restent aux côtés de Nasser. Il procède à d'importants remaniements dans l'armée, dans le parti et dans l'administration. En même temps, il annonce un programme de réforme ratifié par référendum le 2 mai 1968 qui se concrétise lors des élections législatives de 1969. Le 23 juillet 1969, il proclame le début de la guerre d'usure contre Israël. Sur le front militaire, les incidents se multiplient.
Cependant, il accepte en juillet le plan Rogers du nom du secrétaire d'État américain de l'époque, prévoyant l'établissement d'un cessez-le-feu qui entre en vigueur le 7 août, le long du canal de Suez et se traduit par le retrait des troupes israéliennes, le retour des Égyptiens dans le Sinaï et la réouverture du canal. Il tente alors de renforcer les liens de l'Égypte avec le Soudan et la Libye et intervient comme médiateur dans plusieurs conflits arabes. Le 27 septembre 1970, il parvient à mettre fin à un nouvel affrontement jordano-palestinien connu depuis sous le nom du Septembre noir. Mais il succombe le lendemain à une crise cardiaque. Il y a des doctrines qui affirment qu'il a été empoisonné. Mais il succombe le lendemain à une crise cardiaque. Il y a des doctrines qui affirment qu'il a été empoisonné. فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر.